Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. En prélude à la Journée mondiale du cœur célébrée le 29 septembre de chaque année, se tiendra bientôt la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Objectif, combattre l'hypertension pour protéger le cœur. La campagne a débuté le 17 septembre et elle aura lieu jusqu'au 27 septembre prochain. C'est ce que nous dit Christelle Menant. Des millions de personnes vivent au quotidien avec des taux d'hypertension artérielle élevés et cela en toute ignorance. C'est ce que révèlent les séances de dépistage organisées annuellement par la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Active dans la prévention des maladies du cœur, la Fondation sensibilise sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle qui est une élévation excessive de la pression qui règne normalement au sein des vaisseaux entraîne à long terme des dégâts. Cette personne peut donc au niveau du cœur ressentir une douleur qui est appelée communément angor ou crise angineuse qui aboutit à ce que l'on appelle un infarctus du myocarde ou communément une crise cardiaque. Du 17 au 27 septembre 2014 se déroulera la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle en prélude à la Journée mondiale du cœur célébrée chaque 29 septembre. On croit que les maladies du cœur ne concernent que d'autres personnes, mais quand on y regarde bien, il y a dans nos familles, chacune de nos familles, des personnes qui sont concernées. C'est ensemble qu'on arrivera à combattre ce fléau et à reculer le taux de prévalence de l'HTA en Côte d'Ivoire. Les villes d'Abidjan, Agboville, Adzopé, Akupé sont les étapes de cette campagne financée en grande partie par des partenaires du secteur privé ivoirien. Entreprise, par ailleurs donatrice de matériel médical à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, un don évalué à 6 millions de francs CFA est remis lors du lancement de cette 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Cette pathologie arrive en tête de liste des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Sa prévalence dans la population ivoirienne serait d'au moins 30%. Le virus Ebola continue de sévir. Environ 2500 morts enregistrés déjà. Aucun cas n'est encore déclaré en Côte d'Ivoire, mais le pays multiplie les mesures de prévention. Les États-Unis d'Amérique viennent d'envoyer à Abidjan 2 experts en santé, des experts qui aideront notamment le gouvernement à évaluer et à renforcer les plans mis en place pour prévenir la maladie. Ils ont tenu hier une conférence de presse et c'était en présence de notre reporter Herman Niamia. Au premier plan des nations qui apportent de l'aide aux pays touchés par le virus d'Ebola, les États-Unis. À ce jour, le gouvernement américain a mobilisé plus de 175 millions de dollars, soit environ 87 milliards 500 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, qui partage ses frontières avec la Guinée et le Libéria, des pays déjà touchés par cette épidémie, n'est pas oubliée. Cette équipe d'experts américains qui séjourne depuis une semaine à Abidjan est venu évaluer le dispositif sanitaire du pays et aussi apporter son soutien pour prévenir cette maladie. Pour cette première phase d'évaluation, les experts félicitent les autorités pour les dispositions déjà prises, mais ils proposent la mise en place d'un centre de commandement. On sait que pendant les urgences, souvent les plus grands problèmes sont au niveau de la coordination et de la collaboration. Alors on peut avoir des très bons systèmes en place, mais s'ils ne sont pas bien coordonnés, souvent on perd beaucoup de temps. Il serait bien que le gouvernement aussi de peut-être avoir une salle dédiée à la coordination des efforts et à la collaboration entre les partenaires. Même si à ce jour aucun cas de virus Ebola n'est diagnostiqué en Côte d'Ivoire, la mise en place de ce centre, selon Dr Lise Martel, peut servir à prévenir d'autres épidémies. Ce n'est pas comme si on perd son temps à préparer pour l'Ebola si ça n'arrive pas. Alors, si ça n'arrive pas, si vous avez mis un système en place, par exemple, un centre de commande, vous pouvez utiliser ce centre de commande pour faire la réponse à toutes sortes d'autres urgences. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, aux côtés des experts du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC, précise que les États-Unis continuent leur appui aux pays en détresse. D'ailleurs, souligne-t-il, 3000 soldats américains sont en route pour Monrovia et 17 centres de traitement de la maladie sont en construction pour accueillir les 500 travailleurs de la santé formés par semaine pour prodiguer des soins directs aux patients en toute sécurité.
Encore une victime du virus Ebola au Libéria, c'est une Française. Elle est volontaire de l'ONG Médecins sans frontières. Infectée par le virus, elle devrait être rapatriée hier en France pour recevoir des soins. Ce sera la première malade hospitalisée en France pour la maladie d'Ebola qui, comme je l'ai dit, continue sa course folle, sa terrible évolution avec déjà près de 2500 personnes tuées selon l'OMS. Conférence de presse au siège de Médecins sans frontières à Paris. Quelques heures auparavant, on a appris qu'une volontaire française de l'ONG avait été contaminée alors qu'elle travaillait dans un centre de traitement Ebola au Libéria. Elle a été placée en isolement mardi dès l'apparition des premiers symptômes. C'est une volontaire française qui était en mission pour Médecins sans frontières depuis quelques semaines et qui a développé les premiers symptômes, une fièvre, et donc on a directement isolé la personne. La jeune femme devrait être rapatriée ce jeudi en France par avion médicalisé. Elle sera admise dans un service spécialisé. Le centre de traitement où elle était en mission, le voici. Pour Médecins sans frontières, il s'agit maintenant de déterminer comment la contamination a pu se produire, et ce malgré des mesures de sécurité drastiques. C'est la première expatriée de MSF à être touchée, mais pas la première personne travaillant pour l'ONG. Plusieurs membres du personnel en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria ont été contaminés. 3 sont morts, tous infectés par des contacts en dehors de leur travail. À Monrovia, l'équipe est sous le choc. Dans toute la région, il y a un risque d'infection pour les gens qui travaillent. Peu importe s'ils travaillent dans la structure d'isolation ou à l'extérieur. Et on connaît ce risque et on l'assume. À Monrovia, le centre de traitement Ebola continue à fonctionner, contraint de refuser des malades, faute de place. Dans l'actualité, notez également le lancement de la distribution des kits scolaires aux élèves du primaire. C'est la ville d'Odiéné qui a abrité la cérémonie. L'État ivoirien, dans cette politique de gratuité de l'école, est soutenu par l'UNICEF et la coopération japonaise. F. Boué, Serge Coléa. 3 millions de kits scolaires à distribuer aux élèves du cycle primaire de Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de gratuité de l'école. La ville d'Odiéné a abrité le lancement de cette opération. Madame le ministre, Madame Kandia Kamara, a décidé que cela se fasse à Odiéné parce que la région du Kabadougou et la région voisine du Folon constituent un concentré de l'ensemble des défis que nous avons à relever dans notre département. Il y a d'abord le défi de la scolarisation primaire universelle. Au plan national, nous sommes à 94% de taux brut de scolarisation. Ça signifie qu'il y a des régions qui sont au-delà, mais il y en a qui sont en deçà. Et la région d'Odiéné est parmi les régions qui ont le taux de scolarisation le plus faible dans notre pays. Elle s'exécute en partenariat avec l'UNICEF et la coopération japonaise. UNICEF, aux côtés du gouvernement, s'est engagé à distribuer les kits dans les écoles confessionnelles islamiques intégrées au système formel d'éducation, également dans les écoles communautaires et dans les écoles primaires publiques qui sont prises en compte dans le projet japonais. Cette distribution de kits scolaires prend en compte les écoles communautaires et les établissements confessionnels islamiques. Cela à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis très content. Je vais bien travailler pour aller au collège. Depuis 7 heures, nous sommes là avec les enfants. On voit que les enfants sont vraiment contents, motivés. J'ai reçu aussi des kits et ce matin, on a distribué ces kits-là. En marge de cette cérémonie, des séances de lavage de mains ont été faites à l'initiative des tout-petits dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola. La délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a ensuite visité les lycées et collèges pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée des classes dans la ville d'Odiéné. Après Odiéné, c'est à Dabou que je vous conduis maintenant. Dabou, où la jeunesse a décidé de s'unir pour le développement de leur localité. Honorine Agnigori. Sans la paix, il ne peut y avoir de développement.
La jeunesse de Dabou l'a si bien compris qu'elle a organisé récemment un rassemblement à l'initiative de Ibrahim Diané, leader de la jeunesse de cette localité. Il a prôné l'entente à cette occasion pour le développement harmonieux de la région. Il a été aussi question de la lutte contre le virus Ebola. Je tiens à remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire, notamment le président Alassane Ouattara, pour l'initiative prise par rapport aux préventions de l'Ebola. Et je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel à tous mes camarades jeunes, à toute la population ivoirienne, à suivre ces instructions-là, afin que l'Ebola puisse rester loin des frontières ivoiriennes. Cette rencontre a mobilisé la quasi-totalité de la jeunesse de Dabou, signe de son engagement à œuvrer pour le développement de sa région. L'Écosse doit-elle être un pays indépendant? 4 millions de votants se sont prononcés hier jeudi sur cette question lourde de conséquences et une majorité confortable, soit 55%, a répondu par la négative. L'Écosse dit non à l'indépendance. Le Royaume reste donc uni. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, les opposants de la révision constitutionnelle sont de plus en plus nombreux. Les évêques de la République démocratique du Congo sont de nouveau vent debout contre la tentative du pouvoir de réviser la constitution du pays. Et cette fois-ci, dans leur bataille, ils bénéficient du soutien du Vatican. La conférence épiscopale nationale congolaise considère comme une menace grave la modification de l'article 220, article qui limite à 2 le nombre de mandats du président de la République. Les évêques ne font pas un jugement de valeur par rapport aux actions de la majorité ou du président. Le problème n'est pas là. Les évêques sont convaincus que cet article-là pose les bases de la stabilité. Cet article-là garantit quand même l'équilibre de pouvoir. L'Église catholique appelle le peuple congolais à se préparer à protéger la Constitution. L'appel relayé par les journaux locaux est présenté comme une bombe. Il est salué par les principaux leaders de l'opposition. Nous allons tous prendre part à cette campagne de sensibilisation. Nous ne sommes pas dans une démarche de récupération politicienne. Nous voulons nous approprier le message parce qu'il est adressé à tout le monde. Peu avant la prise de position ferme des évêques, le président du Sénat s'était farouchement opposé à la modification de l'article 220. Dans son discours prononcé lors de la rentrée parlementaire, Kengo Wadondo avait souligné que la limitation de mandat présidentiel constituait le pivot, le socle de l'actuelle constitution congolaise. L'intervention du président du Sénat est considérée comme un procès d'intention par les proches du chef de l'État, Joseph Kabila. J'ai dit que le Sénat n'a été en rien saisi d'une révision de l'article 220 et que nous nous étonnions que le président du Sénat puisse soulever une question qui n'a été posée par aucune institution. Pour l'heure, le gouvernement et une bonne frange de la majorité entretiennent volontairement le flou autour de la candidature de Joseph Kabila à la présidentielle de 2016. Cette tactique est vouée à l'échec d'après l'opposition, l'Église catholique et la société civile qui appellent à la vigilance. Conférence de presse de François Hollande. Le président français s'est prononcé hier sur sa quatrième conférence de presse semestrielle depuis son élection. Ce grand oral qui a duré 40 minutes s'est déroulé devant 350 journalistes. La question du terrorisme, la sécurité de la France, ce sont là autant de sujets abordés par François Hollande. Sur la crise irakienne, le président Hollande a déclaré que la France interviendra dans ce pays pour combattre les djihadistes de l'État islamique, mais il est clair, il n'y aura pas de troupes au sol. Avant de refermer ce journal, faisons un tour rapide dans le monde. C'est l'actualité planétaire, c'est en bref, en son et en images. L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant? Dès jeudi matin, les ténors politiques se sont rendus aux urnes pour répondre à cette question cruciale. Près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter. Cette consultation historique pourrait conduire à l'éclatement du Royaume-Uni en mettant fin à une alliance qui remonte à 1707. Une participation massive était attendue. Les tenants du oui et du non sont au coude à coude, mais le nombre d'indécis était suffisamment important pour faire pencher la balance.
Un oligarque dans le viseur du Kremlin, le comité d'enquête russe a annoncé mardi l'inculpation et l'assignation à résidence pour blanchiment d'argent du milliardaire Vladimir Evtuchenkov, président du conseil d'administration de la holding AFK Sistema. Les malversations seraient intervenues lors de la privatisation dans les années 2000 du groupe pétrolier Bashneft, dont la holding détient près de 87% des parts. Les entrepreneurs russes craignent qu'un proche du Kremlin ne cherche à mettre la main sur Bashneft, l'affaire rappelant le démantèlement de Yukos, la plus grande compagnie pétrolière russe, après l'arrestation de son patron Mikhail Khodorkovsky. Au Pakistan, l'opposition porte plainte contre le Premier ministre Nawaz Sharif pour la mort de 3 manifestants tués fin août lors d'affrontements avec la police. Les partisans d'Imran Khan, président du parti d'opposition PTI, et du chef religieux Tahir ul Qadri occupent depuis plus d'1 mois les abords du Parlement à Islamabad pour réclamer la démission de Nawaz Sharif, élu selon eux grâce à des fraudes massives. Mais le mouvement semble s'essouffler en dépit des appels des 2 leaders à maintenir la pression. En Bolivie, une mutinerie fait 4 morts et 11 blessés. Des affrontements ont opposé dans la nuit de dimanche à lundi prisonniers boliviens et détenus étrangers. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer dans cette prison située à 400 km à l'est de la capitale. La surpopulation carcérale et le très mauvais fonctionnement de la justice en Bolivie sont régulièrement dénoncés par les instances internationales. À demain, 6h30.